On a deux programmes scientifiques à bord du Mauritius, donc pour The Arctic Expedition. Le premier, c'est The Arctic Change. C'est un programme qui traite en fait de la problématique des gaz à effet de serre et des échanges gazeux, donc océan-atmosphère. Et puis on a un autre programme, Micromégas, qui traite de la problématique des microplastiques dans les eaux de surface. Et ce programme-là est en partenariat avec l'association OceanEye, donc une association genevoise. Donc, ce qu'on définit comme microplastique, ce sont toutes les particules de plastique qui sont en dessous de 5 mm. Donc 5 mm, c'est la taille d'une miette ou d'un grain de riz. On distingue en fait deux origines de microplastiques, ce qu'on appelle les microplastiques primaires et les microplastiques secondaires. Ce microplastique secondaire, c'est un microplastique qui provient en fait d'un plus gros morceau de plastique qui va se fragmenter. C'est ces deux types de microplastiques qu'on trouve notamment dans les océans et puis aussi beaucoup dans les eaux de surface. Parce qu'on va faire en Arctique, ça va être des prélèvements, ou ce qu'on a déjà fait cette saison-là, ce sont des prélèvements en fait des eaux de surface. Donc c'est les 15 premiers centimètres des eaux qu'on traverse. Ce qui est intéressant et ce qui est important aussi, à la surface des eaux, on va trouver ces microplastiques, mais c'est aussi là qu'on va trouver notamment le phytoplancton. Ce sont des algues qui sont à la base en fait de la chaîne trophique, donc de la chaîne alimentaire. Ce qui peut être problématique dans le sens où en fait ça veut dire qu'on va avoir une intrusion du plastique très tôt au niveau de la chaîne alimentaire. Et c'est d'autant plus important en fait en Arctique que c'est une région qui est déjà sensiblement fragilisée par le changement climatique. Donc c'est cette problématique de microplastique qui existe parce qu'elle existe partout sur la planète, même si on ne la connaît pas encore très bien en Arctique. Elle va ajouter en fait un stress supplémentaire à une région qui est déjà fragilisée. Alors comment est-ce qu'on fait en fait pour le prélèvement de ces microplastiques dans les eaux de surface? Concrètement, on a ce qu'on appelle un filet planctonique, donc un filet qu'on appelle le manta, parce qu'il ressemble un peu à un manta, qu'on va donc lancer à la surface de l'eau et qu'on va traîner à vitesse à peu près constante pendant 30 minutes. Au bout de ce filet, on va avoir ce qu'on appelle un cul de chalut, donc c'est une espèce de chaussette. Et c'est cette chaussette-là qu'on va remonter ensuite à bord du Mauritius et puis qu'on va donc ensuite sécher, préparer, conditionner et ensuite envoyer à nos partenaires à Genève, donc OceanEye, pour qu'ils puissent eux les analyser. Sur le Mauritius, donc au niveau du programme Micromégas, l'idée c'est qu'on puisse faire un prélèvement, donc évidemment dès que les conditions le permettent, parce que bon, ça reste une expédition à la voile, donc, et puis on a quand même une fenêtre en fait de vitesse qui est définie au niveau du protocole pour ces échantillonnages. Et nous, la volonté c'est de pouvoir faire un ou deux prélèvements par jour sur cette saison 2 qui va partir sur le Groenland, donc l'ouest du Groenland, et ensuite le passage du nord-ouest, l'Arctique canadien jusqu'à Cambridge Bay. Alors le partenariat entre OceanEye et la Fondation Pacifique, il a démarré en 2015. En fait, entre 2011 et 2014, on a mené nos propres expéditions d'études de pollution plastique en Méditerranée et en Atlantique. Et on s'est rapidement rendu compte que c'était difficile pour nous de tout faire, c'est-à-dire à la fois échantillonnage, analyse et contact avec les utilisateurs de données. Et donc on a eu l'idée de proposer à différents bateaux de participer à ce projet. Et le premier à qui on a proposé, c'était la Fondation Pacifique, qui est devenue notre principal fournisseur de données après 4 ans, qui nous a ramené plus de 200 échantillons, d'abord sur le tour du monde du Fleur de Passion dans le cadre de l'Ocean Mapping Expedition, mais aussi en Méditerranée et en Atlantique avec le Mauritius. Pour nous, les échantillons qui proviennent de la Fondation Pacifique intègrent toute notre base de données, comme les autres données, qui ensuite sont transmis, que ce soit des scientifiques ou aux organisations internationales pour leur utilisation. Ici, on voit la carte du GRID, donc du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Chacun de ces points représente un échantillon. Et on voit certaines régions. Ici, la région est du Pacifique Nord, la région ouest de l'Atlantique Nord, qui sont relativement bien cartographiées, la Méditerranée occidentale,
Et par contre, effectivement, en Arctique, il y a relativement peu de points. Donc on ne voit pas encore de tendance liée par exemple à la distribution géographique de ces déchets. Nous, c'est un sujet qui nous intéresse parce qu'il y a plusieurs publications qui nous poussent à penser que l'Arctique pourrait être une zone dans laquelle on va trouver passablement de déchets plastiques. D'abord sous l'effet en fait, du Gulf Stream qui pourrait embarquer des déchets qui se trouvent dans la zone d'accumulation de l'Atlantique Nord et les amener en Arctique. Aujourd'hui, on fournit des données d'abord à des scientifiques qui doivent étudier la pollution plastique, notamment pour évaluer les risques. Pour évaluer les risques, il faut savoir combien il y a, où et potentiellement quels peuvent être les impacts. Et ce qui est très difficile, c'est qu'aujourd'hui, finalement, à l'échelle globale, on estime qu'il y a à peu près 20 000 points de données de pollution de surface à l'échelle mondiale. Ça, c'est extrêmement peu. Et donc, la plupart des régions, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, il y a une réelle volonté de vouloir obtenir des données et de les agréger pour participer à la prise de décision qui doit être faite sur des données factuelles. Alors les échantillons, une fois qu'ils arrivent ici, ils vont être traités au sein de notre petit laboratoire. En fait, on reçoit deux choses d'un bateau qui échantillonne, que ce soit le Fleur de Passion ou le Mauritius. On reçoit l'échantillon et aussi ce qu'on appelle une feuille d'échantillonnage, c'est-à-dire toute une série de métadonnées qui sont associées à l'échantillon, qui vont aussi être nécessaires au calcul de la concentration de pollution plastique. Cet échantillon, il nous arrive sous la forme d'une pochette dans laquelle vous voyez ici donc, ce qu'on appelle la chaussette ou le code end. C'est cet élément qui se trouve au bout du filet dans lequel on va récupérer tout ce qui flotte en surface. Cet échantillon va être rincé pour passer à travers différents tamis. Donc ici 5 mm, 1 mm et 1/3 de millimètre, 330 microns. Un échantillon, en termes d'analyse, ça prend en général entre 2 heures et 1 jour, en fonction de la quantité, surtout de matière organique qu'il y a dans l'échantillon. Les plus longs pourront prendre jusqu'à 3 jours, mais heureusement c'est très rare. J'essaie de prendre tout ce qui est resté sur la grille, et puis comme ça après je peux l'analyser. Ça, c'est toutes les particules qui sont plus grandes de 5 mm. Après en dessous, il y a ceux-là qui sont plus grandes de 1 mm, donc entre 1 et 5. Après ceux-là, les derniers, on les analyse pas, mais on les conserve. On divise entre méso et micro. C'est très probablement je crois du film, c'est assez... oui, donc de l'emballage ou quelque chose comme ça. Des fois, on dirait qu'il n'y aurait rien, et puis après, en fait, c'est bien caché. C'est plutôt avec des petits bouts plus qu'avec des grandes particules. Parce que s'il y a beaucoup d'algues, ça veut dire qu'il faut analyser chaque feuille et chaque feuille et puis voir s'il y a quelque chose qui est caché dedans ou comme ça, donc ça prend beaucoup de temps. Maintenant, je vais analyser la partie de matière que j'ai retrouvée avec les grilles. Et puis, je vais chercher à voir si je trouve des parties des plastiques. Et puis, après, si j'en trouve, je vais les catégoriser et puis les compter. Et puis, après, ensuite, les peser dans une autre étape. Il faut les compter dans le tableau. Et puis après, il faut le laisser sécher pour au moins 24 heures. Et puis après ça, on peut le peser. Donc dans 1 ou 2 jours, je le peserai. Avec ensemble, si on trouve des autres plastiques. Une fois qu'on a quantifié la quantité et la masse de matière plastique qu'il y a dans l'échantillon, ça nous permet de calculer des concentrations. Tout ça est compilé dans une grande table de données pour ensuite effectuer de la cartographie de pollution. Et ensuite, ces données sont distribuées soit aux scientifiques ou à des organisations internationales.
Alors, nous avons toutes sortes de données qu'on va utiliser. Certaines données sont des données satellites, on va les télécharger à travers Internet, directement des donneurs de données, ceux qui, par exemple, l'Agence spatiale européenne, ou la NASA, ou l'USGS. Donc on a également des données in situ, c'est-à-dire qui sont prélevées, et ça peut être des stations, des stations météo, qui vont collecter des données, ou alors des données qui sont prélevées dans l'environnement par des scientifiques. Alors, dans le cas qui nous intéresse ici, pour les plastiques, vous avez des acteurs qui vont, avec des navires, prélever les échantillons en mer. C'est le cas de la Fondation Pacifique qui participe à cet effort. Ces échantillons vont être transférés ensuite dans des bureaux d'analyse, en l'occurrence ici au OceanEye. Et nous, on va les transformer en données et les mettre en ligne. Alors là, je vais vous montrer comment on accède à cette plateforme. Donc depuis UNEP.org, qui est donc le programme des Nations Unies pour l'environnement, leur site officiel, vous allez dans Science et Data. Là, vous retrouvez dans World Environment Situation Room, qui est la plateforme de données, d'informations et de connaissances que nous développons pour l'UNEP. Et là, vous avez toutes sortes de thématiques. Et une des thématiques, ce serait d'aller voir sous pollution, vous allez avoir toutes sortes d'informations avec les objectifs de développement durable. Et là, vous allez sur Global Monitoring. Et ça donne accès à une carte interactive. Et sous Océan, on va trouver les données, notamment celles de la Fondation Pacifique et autres. Donc vous pouvez cliquer sur les données pour connaître leur concentration et puis voir celles qui ont été collectées par différents vaisseaux, et notamment le vaisseau Pacifique, où l'on va voir tout le parcours qui a été fait par le bateau de la Fondation Pacifique tout autour de la planète pour récolter ces échantillons. On voit que l'information au niveau polaire, on a quelques bateaux qui sont allés là-bas, la Bonavalette par exemple, aussi par OceanEye. Donc on a quelques bateaux qui sont allés s'aventurer, vaisseaux, marée motrice, voilà. Donc on a quelques échantillons, mais relativement pauvres. Après ça reste plutôt côtier au niveau de la Norvège. Voilà. Donc c'est des choses qu'on aimerait beaucoup mieux comprendre, ce phénomène dans sa globalité. Donc ce sera intéressant d'avoir davantage de données à ce niveau-là. Le but du CRI de Genève et des 20 collaborateurs qui y travaillent, c'est de faciliter justement ce passage de la donnée brute, qui est souvent pas utilisable en tant que telle, à un produit d'information qui vient soutenir en fait le processus décisionnel environnemental. Notre politique, c'est de mettre ces données à disposition de l'ensemble de la population. Ça peut être des étudiants qui s'intéressent à ce phénomène, ça peut être des enseignants, des journalistes, des ONG, peu importe. Ces données doivent être à disposition de tout le monde, en pleine transparence. Quand vous mettez à disposition des données à tout le monde, il y a une créativité qui se met en place et des personnes vont penser à faire quelque chose avec vos données que vous n'aurez jamais imaginé à la base. Et le grid, en fait, s'assure que les données qui arrivent sont les bonnes, c'est-à-dire qu'elles respectent certains standards scientifiques, qu'elles respectent certains standards de la manière dont elles sont formatées, ces données, pour qu'elles puissent être utilisées dans différents processus décisionnels. Et un des processus politiques, c'est l'adoption en 2019 d'une résolution, la résolution numéro 6, sur les déchets plastiques et microplastiques dans le milieu marin, où l'ensemble des pays membres de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a pris décision de construire un certain nombre de recommandations pour les pays d'action, à la fois de collection d'informations scientifiques pour bien comprendre le phénomène, pour bien comprendre les origines, mais aussi des résolutions pour réduire cette pollution marine, qui est une pollution qui reste à très très long terme. Donc c'est pour ça que c'est très important d'agir, parce qu'on est en train de polluer nos océans pour des temps absolument inimaginables. Donc c'est important de savoir quelle est cette diffusion marine de ces déchets pour voir quels sont les écosystèmes qui sont affectés et bien comprendre en fait ce phénomène. Finalement, notre compréhension est assez récente de ce phénomène. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît depuis très très longtemps. C'est un phénomène très important, massif, mais qui avait jusqu'à présent assez largement échappé à notre attention. Donc c'est quelque chose qui est en train de se construire, cette prise de conscience sur les déchets plastiques, heureusement avec assez d'efficacité. Alors là, nous sommes en 2021, c'est une année très importante, parce que va commencer cette année la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable.
Et cette décennie, donc de 2021 à 2030, va vraiment rassembler tous les acteurs scientifiques qui sont actifs dans la recherche océanique, à tous les niveaux. Et là, je pense que ça donne une certaine légitimité à toute cette pratique, donc que ce soit OceanEye qui célèbre cette année sa décennie d'activité, ou la Fondation Pacifique, ici déjà depuis 2007. Ça légitime en fait ces petites organisations qui grandissent et qui, ensemble, avec le nombre de ces organisations, le nombre de ces acteurs, associés avec des instituts comme l'UNESCO, associés avec d'autres acteurs institutionnels, font tout en réseau de collection de données et qui nous permettent de mieux comprendre les océans.